Aquaba Malik, Merci beaucoup. comment vas-tu? Très bien, très content d'être là. Pareil, écoute, c'est inespéré parce que normalement tu n'es pas à Abidjan, pour ceux qui ne savent Absolument. pas. Tu es de passage, je me suis dit non, il faut qu'on chope cet individu qui a tant de connaissances et tant de partage à donner sur un sujet que j'appelle le sujet ingrat, que personne, tout le monde chante le service client, Ouais, mais personne l'exécute. ne comme il l'exécute faut, vraiment. malheureusement. Et c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est intéressant Malik, comment tu te présentes toi aujourd'hui quand on te rencontre? Comment tu te présentes? Quelqu'un qui ne te connaît pas. Je me présenterais comme quelqu'un qui a intégré le monde du service client Mhm. à travers la formation. D'accord. À la base, je suis formateur. À la J'ai- base de la base. À la base de la base, je suis formateur. D'accord. J'ai commencé ma carrière dans la formation, Mhm. dans tout ce qui est Mhm. chez des opérateurs téléphoniques. Très bien. Et donc, mon rôle, c'était de former Mhm. des agents du service client. Très bien. Donc, c'est par ce biais-là que je suis rentré dans le monde du service client. Et puis après, forcément, Mhm. ça m'a permis d'explorer le monde de la customer experience, de Mhm. devenir programme manager. Mhm. Donc je me définirais comme un consultant entre le learning and development Mhm. et la customer experience. C'est un Ok. peu comme ça que je me définis. Ouais. Mais c'est intéressant parce que bon, tu sais, moi, ici, c'est sans langue de bois. Donc moi, je pense que les trois quarts des gens te retiendraient comme étant quelqu'un qui a travaillé chez Amazon. C'est vrai. C'est Parce vrai. que c'est, en fait, je pense souvent les gens, parce que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a quand même ce truc souvent de la marque. C'est-à-dire C'est vrai. que Amazon a quand même une marque J'ai tellement du mal à forte. m'en détacher. T'as du mal à te détacher, je sais que. Mais moi, je te conseille de ne pas t'en détacher. Tu vois, moi, pendant longtemps, je voulais détacher de l'image de PwC. Ouais. Mais en fait, dans les cercles qui comptent, et pour beaucoup de gens, ils se disent ah, il a une certaine rigueur Ouais. quand tu as été Absolument. dans un cabinet d'audit. Toi, tu as été chez Amazon. Ouais. Tu as été chez Amazon formateur, je ne me trompe pas, c'est ça, du coup, tu faisais. Formateur, j'ai été concepteur pédagogique, Ouais. ensuite je suis passé dans le monde du programme management, comme Ouais. je t'ai expliqué, Ouais. pour le service client. Ouais. J'ai fini dans la direction des ressources humaines, donc Tu as fait un peu le tour. j'ai fait un peu le tour en 10 ans. Et en plus, à l'époque, ce que j'avais beaucoup aimé, tu m'as dit que tu as créé du coup le premier groupe des employés noirs d'Amazon, c'est ça? Absolument, le Black Employee Network. Alors le premier en France, parce que ça existait déjà Ah, aux États-Unis, etc. Mhm. Donc on a répliqué au fait le modèle et on l'a lancé en France, effectivement. Black Employee Network d'Amazon. Black Employee Network. Et D'Amazon. qui existe toujours d'ailleurs. Qui continue à Ah, exercer, qui continue même après. Et tu m'as même dit qu'après, vous avez d'autres Black Employee Network dans d'autres grosses startups, du coup. Oui, absolument. Aujourd'hui, après ça, Mhm. alors je ne vais pas dire que ça a créé un mouvement, mais en tout cas, ça a ouvert les yeux sur cet aspect effectivement Ouais. de diversité, équité, inclusion dans Ouais. les grosses boîtes. Et aujourd'hui, on a un groupe qui s'appelle Black Techies, par exemple, Ok. qui regroupe les entités Black Employee Network de Mhm. toutes les grosses boîtes, quoi, de Google, de Sérieux? Snapchat, TikTok, etc. Et tout. Waouh! Et, Et du coup, tous ces gens-là, vous avez. C'est quoi? C'est un groupe WhatsApp? C'est quoi le truc? Alors, c'est un peu comme un groupe WhatsApp, on est sur Slack. Ok. Et en gros, la première fois, on s'est retrouvé dans les bureaux de Google d'ailleurs. D'accord? C'est Daisy que je connais chez Google, qui a lancé l'initiative et qui a réuni tout le monde Ok. dans les bureaux de Google à Paris. Waouh! Et ça a démarré ça, quoi. On s'est dit, voilà, faut qu'on fasse des choses ensemble. On Super. a commencé à faire des workshops. On a travaillé sur un événement éventuellement qu'on devrait mettre en place, etc. Malheureusement, je suis parti avant que ça voit le jour. Non, mais il faut que ça je voit le sais jour. que Faut ça qu'on fasse travaille. quelque chose. Faut qu'on fasse Non, quelque je chose. sais que ça travaille dessus. Il y a toujours des rencontres qui se font, etc. Mais une très très belle initiative et je pense que ça va générer des trucs de ouf. Non, franchement, même moi, je vais dans le groupe Slack là. Bon, j'imagine que c'est pas pour Écoute. tout le monde. Il faut être dans. Est-ce que nous, on qualifie pour être dans ces Oh, grands groupes? tu m'étonnes, tu qualifies. Je pense que tu qualifies même bien. Ah non, clairement, je pense que c'est pas restreint à des entités comme Google ni quoi que ce soit. C'est toutes personnes qui sont un peu dans la tech et en tout cas avec l'ambition de développer, de promouvoir les talents au fait de la diaspora africaine et vraiment de faire des grandes choses comme ça, quoi. Et Donc, tu dirais que ça, c'était quelque chose qui était nécessaire? C'est quoi le plus gros sujet? Tu dirais les talents africains ont du mal dans ces grands groupes ou au contraire parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y avait un sujet d'isolation un peu, où c'était un peu... il y avait un sujet d'isolation et je pense qu'il y avait un sujet aussi de partage d'informations. Dans ces groupes-là, on a souvent des lobbies, comme je les appelle, Ouais, de personnes qui du pouvoir. ont du pouvoir et surtout qui ont de l'information. C'est vraiment l'information. Quand tu rentres chez Amazon aujourd'hui, si tu connais des personnes qui sont Depuis longtemps dedans. sont là depuis longtemps, etc., ils te montrent tu vois, les voies, ils t'accompagnent, on va dire. Et quand tu es un jeune étudiant, par exemple, qui sort de l'université, etc., tu es un jeune black qui vient de Côte d'Ivoire, etc., tu rentres chez Amazon, si tu n'as pas ce réseau-là,
C'est compliqué. Voilà, Non, mais c'est compliqué. ça, c'est super intéressant. Je pense qu'on va en discuter un peu plus tard parce que Yes. ça, c'est un truc qui est vraiment passionnant. Mais c'est vrai que ce qui, aujourd'hui, m'amène vraiment, je voulais voir avec toi parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui est quand même rare et que j'insiste, c'est que je me rends compte que. Alors, déjà, il y a un peu un mythe. Mhm. Je ne sais pas si toi, tu as entendu, en tout cas, ce mythe-là, où on a un peu l'impression qu'en Afrique, limite, plus ton service client est mauvais, plus les gens aiment ta marque. Ouais, c'est très bizarre. Je sais pas si tu as déjà eu cette sensation. Nous, on a eu la sensation que les marques qui ont le plus de polémiques de service client Ouais. sont souvent celles qui ont le plus d'attention, Mm. ce qui donne l'impression que c'est d'ailleurs souvent le plus de ventes. Et ça se C'est demandait très si bizarre. les gens. Je sais pas si toi, tu as eu alors, des expériences comparées à ce que tu as pu voir chez Amazon. Est-ce que tu as eu la sensation un peu, parce que tu as quand même opéré aussi en Afrique, hein, Ouais, tu as quand même accompagné des gens ici qui travaillent ici. Je sais pas si toi, tu as eu ce sentiment déjà aussi. J'ai eu ce sentiment, je ne veux pas citer de nom, mais j'ai Ah. vraiment eu ce sentiment, et c'était au Sénégal, Ouais. d'une boîte en particulier, une grande boîte de la place dans, Mhm. dans les opérateurs téléphoniques, Ouais. etc., qui, franchement, Malmène ses j'ai eu clients. l'expérience, En tant ma que propre client. expérience en Ouais. tant que client. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais et t'as l'impression que limite, c'est un choix. En fait, ça a l'air délibéré. Ou en tout cas, c'est Ouais, négligé à un niveau. À un niveau, tu as l'impression qu'ils veulent faire le bad buzz, au fait. Ouais, pour pouvoir- c'est oui. c'est très bizarre. Et j'ai l'impression que d'un autre côté, du côté client, Mhm. je sais pas si tu partages ça, mais Ouais. j'ai l'impression qu'on n'a pas cette culture de on Valoriser. doit être servi. Ouais. J'ai l'impression que le client, il se dit on me rend un service, au fait. Et donc, Ah. j'ai pas. Le client africain a Ouais, le sentiment qu'on lui j'ai rend un service. j'ai l'impression, Plutôt vraiment. qu'il demande le service. C'est ça. C'est l'impression que tu as. Et ça, tu comparais ça avec des clients africains versus, par exemple, quand tu étais chez Amazon, tu sentais que c'était pas du tout le cas. Absolument pas. On Ah sent que les clients Et rois. occidentaux, ils sont très entitled, comme on dit. Ah. Ils se disent non, mais je paye un service, vous me devez tout, au fait. Et c'est complètement l'inverse, j'ai l'impression, pour le client qui se dit, limite, il appelle, il s'excuse d'appeler, tu vois. Il est désolé Pardon de de vous déranger, c'est ça, tu vois. Et c'est incroyable. Donc il y a un paradigme comme ça déjà, Ouais. qui fait que peut-être que ces marques-là jouent sur cette complaisance Ouais. à se dire, au final, Et toi, dans ton expérience, tu as eu le sentiment que c'est quelque chose qui est peut-être expliqué dans les attitudes, dans les priorités des sociétés, ou c'est quelque chose que les gens ont intégré, où tout le monde se dit, non mais un client n'a pas besoin d'être à ce point bien servi. je pense que c'est, dans un premier temps, c'est vraiment cet aspect culturel, tu Ah vois, ouais de se dire que même si je suis client, Mhm. je vais pas forcément trop me plaindre. Voilà, Ah. on me rend service. Et C'est mal vu de se plaindre. tu C'est veux dire, très mal vu. Surtout, je prends la perspective du Sénégal, par que exemple. tu connais beaucoup Que mieux. je connais bien. Mhm. Je connais bien la Côte d'Ivoire, mais voilà, ça fait longtemps que je suis pas là, donc je sais que l'Ivoirien va peut-être être un peu plus râleur, tu vois, un peu plus Ouais. à aller chercher On a des son groupes droit. ici Voilà. très puissants qui s'appellent Un consommateur averti en vaut deux. Ah, ça, c'est des vrais Ok. groupes qui Tu envoient. vois, je Au sais Sénégal, pas s'il y a- t'as je pas sais vu pas. d'équivalent, mais c'est J'ai pas vu spontanément. d'équivalent. C'est pas spontané, et je pense qu'on a beaucoup cette culture de. Il y a un mot qu'on dit au Sénégal, on dit mouniel. Mouniel, Ah, c'est- mouniol, oui, comme le mouniou des femmes dans le mariage. On dit, Oui, c'est ça. tu dois mouniou, tu dois Exactement. prendre sur toi. C'est ça. Et je pense que ça, c'est donc ça, c'est très là. ancré. Ça sort même du cadre du couple, ça. en fait, Absolument, absolument. Mouniol, Donc tu il y a cet aspect-là, je pense. Et il y a aussi la complaisance, tu vois, des boîtes qui se disent, si j'ai pas besoin de faire autant d'efforts, pourquoi faire d'efforts? Pourquoi investir dans ça, tu vois? C'est un très bon point et du coup ça amène la question corollaire qui est un peu difficile, ou qui nous a toujours traversé Kader et moi, parce que du coup depuis qu'on a créé Anka au début, on voulait, tu sais, nous on est de l'école Zappos. Ouais. Tu vois, donc les gens qui ne connaissent pas Zappos, donc, a écrit un livre écrit par le fondateur Tony Hsieh qui s'appelait Delivering Happiness, qui est, je pense, l'une des bibles du domaine Absolument. du service client, et que je recommande à tout entrepreneur qui vraiment veut en faire quelque chose d'important. Yes. Mais lui, c'était limite, nous on voulait créer une boîte où le client était au centre. Mais on a eu souvent l'impression que c'était un peu bizarre comment expliquer ça, mais qu'en fait, du coup, le problème, c'est que les clients qu'on avait, surtout de la diaspora, ne valorisaient pas ça. Et là, je parle des marchands qui sont mes clients principaux. Ouais. Oui. En fait, ils ne vont pas rester chez toi parce que tu as un meilleur service client. Pour aller très très loin. Je ne sais pas si toi, tu as eu ce sentiment que, aussi, ou même l'expérience, est-ce que tu penses que les gens restent. Par exemple, les gens n'achètent pas chez Amazon pour le service client? Alors, par contre, si, je pense. Ah Tu ouais vois, dans ce domaine-là, je pense qu'au niveau d'Amazon, Ouais. c'était clairement la force d'Amazon. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais, je pense, ouais. Parce que c'est marrant, je trouve qu'ils communiquent rarement dessus. C'est pas un truc, c'est pas un axe qu'ils mettent en avant, je trouve. pour le coup. Je trouve que par exemple, Apple le fait plus. Alors, Ouais. peut-être, mais je sais pas, peut-être que je me trompe. Toi qui étais dedans, quel est le sentiment que tu as eu, toi? Moi, en tant que client et ensuite dans la partie, dans le Dans la domaine même, le
Quand on dit Amazon met le client au centre de tout, mais c'est absolument vrai. Hmm. Je te donne un exemple concret chez Amazon. Mhm. Quand tu veux lancer un projet, quel qu'il soit, un projet d'amélioration, un projet de lancement, etc. et tout, Mhm. tu as un document qu'on appelle un one-pager Hmm. que tu dois écrire. Et ce document, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le client et prendre la problématique du client. Ouais. Tu Il te mets va dans la peau du client. C'est ça. Tu vas lister toutes les problématiques et comment tu vas résoudre la problématique du client. Hmm. Et tu pars de là. Et il y a même une expression qui dit start from the customer and working backwards. Mhm. Et donc, tu pars vraiment du core problème du client Ouais. et tu développes ton projet autour de ça. Ah ouais. Donc Si tu c'est- fais pas ça, ton projet, tu fais. Donc tu peux pas venir en disant ah moi j'ai tel problème comme beaucoup de Non. boîtes. Dans beaucoup de boîtes c'est vrai c'est l'opposé c'est les employés qui viennent en disant j'ai tel problème. Ouais. Voilà comment je veux le résoudre. Alors que là Absolument tu parles pas. du client. Exactement. Tu démarres par la problématique que tu as identifiée chez le client Ouais. et tu pars de là pour ensuite créer ton produit ou ton service. Donc même etc. toi tu as dû faire ça du coup. Bah, c'était mon job Ouais. en tant que programme manager pour le Customer Connection. Mhm. Mon job, c'était d'identifier des problématiques clients, Mhm. d'aller voir les directeurs des business units en leur disant voici la problématique qu'on a identifiée, écouter la voix du client, ça c'est super important aussi et peut-être qu'on pourra en parler, Ouais. mais mettre vraiment des verbatim, des appels clients qui mettent en Ah, exergue donc cette tu problématique. illustrais en fait la Absolument. problématique client. C'est vrai que c'est souvent ça Absolument. qui est dur. Ouais. Des fois les gens ont des sentiments, Ouais. Ah des non, c'est- intuitions, Mhm. mais ils savent pas les quantifier, les justifier. Donc toi tu La data va forcément back-up Mm. l'intuition que tu as ou la problématique que tu Ouais. lèves. Et mon job, c'était de leur dire, écoutez, voici le problème, voici l'argent que vous perdez, Ouais. qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? Donc Oh, c'était wow. vraiment ça la problématique. Et donc, Amazon, et Jeff Bezos, il a même une interview qui est super célèbre pour ça, où il dit, Mhm. the only long-term strategy for success, ou la stratégie la plus importante pour le succès d'une boîte, Ouais. c'est le focus sur le client. Ouais, non, mais en fait, beaucoup de boîtes disent ça. Tu vois, Jeff Bezos l'a dit. Je suis sûr que à un moment, je Plusieurs peux trouver autres, un verbatim de la boîte dont tu parlais, de Télécom au Sénégal, où le Ouais. CEO, quelqu'un a dit ça. Ouais. Je suis sûr qu'ils l'ont dit à un moment. C'est clair. Mais toi qui as été dedans, Mm. à quoi ça ressemble en fait dans l'action ou dans le quotidien dans une boîte qui vraiment prend ça au sérieux? Qu'est-ce que tu dirais? Où tu le sens? En gros, si quand toi tu arrives dans une boîte aujourd'hui, parce que des fois tu vois d'autres boîtes, tu conseilles des boîtes, Mhm. comment tu sens que c'est vrai? Tu sens que c'est vrai déjà dans l'investissement qu'ils mettent au service, déjà, par rapport au service client. Ah, dans l'argent qui est mis là-bas. Dans l'argent et les équipes, etc., dans toute la structure qui est mise autour du service client. Ouais. Chez Amazon, tu as non seulement des centres de relations clients un peu partout, Mhm. mais tu as des équipes qui pilotent tout ça autour. Tu as une équipe qui s'appelle Customer Experience, Ouais. tu as une équipe dans laquelle j'étais qui est Customer Connection, qui va faire le pont entre le service client et les business units. Donc tu as vraiment une structure qui est très complexe pour le service client, pour améliorer l'expérience client. D'accord. Et puis tu as la data, comme on disait. Mm. Aujourd'hui, enfin chez Amazon par exemple, quand tu as une problématique par rapport à un client, Ouais. tu peux aller tout de suite dans des outils et avoir toutes les données par rapport à cette problématique. Que ce soit des appels clients, que ce soit des verbatim, des emails, etc., etc. Donc la technologie aussi qui est utilisée pour pouvoir identifier la problématique. Mm. Donc pour moi, je dirais l'investissement qui est fait autour. Ouais. Et ça, honnêtement, pour avoir conseillé d'autres boîtes ou avoir travaillé avec d'autres boîtes, etc., en mode consulting, j'ai rarement vu ça ailleurs. Autant d'investissement. Autant d'investissement dans la structure d'équipe, dans les outils, dans la technologie, etc. Bah, à tel point qu'aujourd'hui, Amazon a développé sa propre solution pour hoster ses appels, tu vois. Ah bon? Ouais, bien sûr. Ah, Aujourd'hui, ça, c'est un truc que je savais pas. Amazon Si, si. a sa propre solution pour gérer les appels. ah bah ouais, tout à fait. Ouais. Sérieux? C'est ce qui s'appelle Amazon Connect, Oh, waouh. qui intègre l'intelligence artificielle, etc. Et c'est un autre point, d'ailleurs c'est lié du coup, c'est à quel point, c'est toujours dans l'investissement de la technologie, mais aujourd'hui, un chargé de clientèle, par exemple chez Amazon, pour pouvoir traiter une problématique client, il a une panoplie d'outils et peut-être- d'automatisation, etc. Et tu vois. j'imagine aussi de temps. Parce que Exactement. souvent, un truc que tu reconnais, c'est les Ouais. boîtes où les gens du service client sont limités en temps. C'est ça. Et donc, j'imagine que là, chez Amazon, les gens avaient un temps significatif pour faire ça. Je te donne un exemple concret. Avant d'intégrer Amazon, j'étais chez Webhelp, comme tu le sais, Concentrix. On avait un indicateur qu'on appelait la DMT, la durée moyenne de traitement. D'accord, DMT. Ok, C'est durée ça. moyenne de traitement. Et donc la durée moyenne de traitement en fonction du type d'appel que tu prenais pouvait évoluer. On te disait que
En gros, à la fin de la journée, il faut que tu aies une DMT de, je dis n'importe quoi, 5 minutes. Pas plus. Donc, Quoi. en moyenne. En moyenne, pas trop Pour durer être avec les bon, gens. Ouais. il faut que tu aies cet indicateur-là. Ouais. Tu vois. Chez Amazon, ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas d'indicateur là-dessus. Il n'y a pas d'indicateur là-dessus. Parce que pourquoi te limiter dans le temps si on veut que tu traites l'appel pour Bien. résoudre la problématique du client? L'objectif, c'est résoudre la problématique du client. Ouais. C'est pas l'expédier le plus rapidement possible. Tu vois. Et je comprends maintenant pourquoi Amazon a racheté Zappos, du coup, dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'en fait, oui, chez Zappos aussi, justement, lui, limite, il encourageait les gens à rester longtemps. Je crois qu'il y a même un record d'un gars qui est resté 24 heures avec une cliente au téléphone. Ouais, c'est... Ou de commander une pizza pour une cliente qui a demandé quelque chose qui voulait acheter des chaussures. Parce que c'est un Ouais. site de vente de chaussures, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, chez vous, donc, tu disais que chez Amazon, il n'y avait pas la DMT. Il n'y avait pas la DMT du tout. Et il y avait une autre chose, et ça revient ou ça rejoint la question. Comment est-ce que tu sais qu'une boîte vraiment tient à cœur l'expérience client? Chez Amazon, tu pouvais même recommander un concurrent. Ah, c'était une des pratiques. C'est ça. Un client appelle, voilà, j'ai essayé de commander tel article, etc. J'ai vu qu'il était en solde, mais j'ai pas pu l'avoir, etc. Ou là, le prix a augmenté et tout. Écoutez, bah, c'est dommage, là, c'est parti, etc. Mais je vois que, par exemple, sur, je sais pas moi, sur Monoprix ou sur n'importe quel autre, sur eBay, je vois que l'article, il est à tel prix. Bienvenue dans l'univers d'Encapay, une solution simple et sécurisée pour recevoir des paiements en ligne où que vous soyez. Avec Encapay, c'est facile. Créez un lien personnalisé en un clic, partagez le lien avec vos clients via email, WhatsApp ou tout autre canal. Recevez vos paiements rapidement grâce à plusieurs options telles que carte bancaire, PayPal ou Mobile Money. Pourquoi choisir Encapay? Une solution adaptée aux entrepreneurs et PME, des paiements sécurisés partout dans le monde, une interface simple et intuitive. Rejoignez des milliers d'entrepreneurs africains qui utilisent Encapay pour simplifier leurs transactions et développer leur activité. Créez votre compte dès maintenant. Tu n'as pas de site web, mais tu veux vendre tes produits digitaux? Crée un lien Encapay en quelques clics et partage-le partout sur Instagram, email ou même sur ton WhatsApp. Tes clients payent où qu'ils soient, Encapay encaisse pour toi. Ah bon? Et donc, allez-y, quoi. Le problème, au fait, ou l'intention, c'est de résoudre la problématique du client. C'est Et pas, donc, c'est pas de faire de l'argent. C'est pas de faire de l'argent directement, c'est résoudre la problématique. Et donc, si ça implique diriger le client ou faciliter le client pour pouvoir avoir l'article, même si c'est pas chez nous, c'est pas grave. Wow. Et donc, c'est à ce point-là que Ouais, là, l'expérience c'est est poussée. Tu vois. Non, là, c'est du high level. Et Mais tu dirais que c'est quelque chose que peuvent faire des gens qui ont des plus petites boîtes aussi? Parce que la question, c'est est-ce que ces principes-là sont applicables quand tu es une boîte avec, je sais pas, 3 employés au service client ou même 2? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux... Que toi, tu dirais quoi? Parce que je pense que tu vas pas accompagner que des grosses boîtes. Tu as quand même vu aussi des petites structures. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Comment on applique ces principes-là? Parce que là, Amazon, c'est quand même... Ouais, bien sûr. L'entité la plus grande, toi, tu as vu la forme ultime du boss final, mais nous autres, là, comment on peut faire? Non, je pense que c'est peut-être pas applicable tel quel, mais je pense qu'aujourd'hui, en plus avec l'ère de l'IA dans laquelle on est, et puis toutes les nouvelles technologies qu'on a, je pense que il y a beaucoup d'opportunités à pouvoir investir, pas autant qu'avant, dans l'expérience client. D'accord. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir une équipe de 50 personnes qui vont traiter tout ton volume d'appels ou d'emails, etc. Aujourd'hui, tu peux implémenter énormément d'outils d'intelligence artificielle, de bots, etc., d'agents IA qui vont traiter à ta place, etc., pour pouvoir être au plus proche de ton client. Donc pour moi, je pense que pour des boîtes qui ne sont pas aussi grandes qu'Amazon, c'est d'investir dans ce domaine-là, au fait. De se dire... J'ai un service client. Toutes les questions qui sont hyper basiques aujourd'hui peuvent être traitées par un bot ou par des applications, mais les etc. gens te diront qu'ils n'ont pas encore l'habitude, l'expérience de ça. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus abordable? On va dire, on va prendre la personne lambda qui est un client de Anka. Nous, c'est beaucoup de gens qui ont on va dire, voilà, la personne a une marque de mode. Elle a 2 personnes qui gèrent et les réseaux sociaux et le service client, parce que le service client très souvent commence sur les réseaux sociaux maintenant d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une tendance que toi tu vois maintenant, absolument, mais nous, absolument. Enfin, je pense que je dis toujours aux gens, les réseaux sociaux en fait c'est ta porte d'entrée pour tout maintenant. C'est là où tu vends, c'est là où on t'engueule, c'est là où on te félicite, c'est là où tout se passe.
Donc je sais pas si toi tu as vu ça, c'est pas qu'en Afrique. Hein, Oui, c'est partout. C'est clair. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, WhatsApp. Ouais, WhatsApp. Voilà, WhatsApp est WhatsApp, devenu le canal numéro 1. Alors en Afrique, n'en parlons pas de vente. Mm. Et donc du coup, souvent, d'ailleurs, il y a même tout à l'heure, j'en parlais avec Ibuka, il y a même l'inquiétude, les gens se disent souvent, des fois, les gens te posent des questions sur les trucs qui sont déjà écrits sur le site. Oui. En Afrique, encore plus. C'est-à-dire que tu peux avoir fait un post Insta avec tous les éléments, Mhm. et les gens te posent quand même la question. Ouais. C'est vrai. Et je sais pas si c'est. Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens? Est-ce qu'il faut s'énerver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est frustrant en fait, t'as l'impression de faire. Ça a toujours été le cas. Hein. Ah bon? Ah bah oui. Bah, Ah, c'est intéressant que tu me dises ça. Chez Amazon, tu as des informations qui sont là devant les yeux Ok. des personnes, mais ils vont quand même écrire ou appeler Ah bon? pour poser la question. Même en Occident, tu dirais? Ouais, absolument. Ah, ça c'est intéressant. Donc, tu dirais que c'est pas un problème des clients africains. Non. C'est partout, t'as vu ça? Non, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et souvent, quand c'est lié à une problématique, Mhm. on a besoin d'être rassuré. Ah, donc en fait, tu Même penses que si la question n'est pas l'information est là. c'est pas qu'ils n'ont pas l'info parfois, c'est qu'ils veulent être rassurés que l'info est bonne. Ouais. Il y a ça, et souvent aussi, je pense que même quand on voit l'info, on se dit, ouais, est-ce que c'est sûr, tu vois? Ouais. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Moi, il y a énormément de cas de figure où le client appelle. Je ne veux pas donner de pourcentage parce que ça serait faux, mais tu as énormément d'appels aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui, mais en tout cas, quand je travaillais chez Amazon, Ouais. d'appels de clients qui. C'est une information hyper basique. Qui Ah, se trouve même sur chez le vous? site. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que l'ère, ce dont je parlais, d'automatiser, Fait du sens. c'est fait absolument du sens. L'exemple que tu as donné, la personne qui a 2 personnes dans son équipe, mais c'est exactement ce qu'il faut qu'elle fasse. Faut qu'elle commence par ça. Mais bien sûr, parce qu'elle n'a pas la ressource justement pour faire plus. Ouais. Donc il faut qu'elle puisse maîtriser le flux de contact qui vient mhm. en bloquant à l'entrée avec toutes les questions basiques qui peuvent intervenir. Tu vois. Ouais. Mais moi, ce que j'avais remarqué, c'est. Bon, alors nous, ce qu'on recommande aux vendeurs, on n'est pas encore à l'IA chez Anka, mais ce que Ouais. nous, on recommandait depuis et qui marche plutôt bien, c'est qu'ils passent un moment important sur les messages préfaits. Oui, Parce qu'en fait, on a remarqué que les messages, quand il y a des questions qui reviennent tout le temps, il faut Mhm. avoir un message préfet pour. absolument. D'ailleurs, Instagram l'a intégré. Tu as une Ouais. fonctionnalité sur Instagram pour sauvegarder des réponses. Mhm, Et je trouve que c'est sous-utilisé. absolument. Donc WhatsApp ne l'a pas encore, sauf erreur de ma part. C'est dommage. Je d'ailleurs. ne crois pas. Ouais, Ce j'ai serait pas- dommage. j'ai pas Je vu, pense ouais. que d'ailleurs, c'est un truc qu'il faudrait qu'il fasse un jour, mais bon, c'est un détail. Mais nous, sur Anka, on le fait. Ok. C'est-à-dire que sur la plateforme Anka, tu peux sauvegarder des messages préfaits, autant pour relancer des clients qui ont droppé un panier, Mhm, que pour vraiment aller répondre à une question fréquente, parce que les gens peuvent te contacter sur Anka Marketplace mhm. dès la page produit. Ouais. Donc des fois, il y a des questions qui reviennent souvent. Ouais. Est-ce que vous pouvez customiser pour les grandes tailles? Mhm, Est-ce que la jupe n'est pas trop longue? Est-ce que la boucle d'oreille, ça peut marcher même si j'ai pas de trou? mhm. C'est des questions qui reviennent à chaque Ah, fois ok. quand tu as un produit. Ok. On recommande aux gens d'utiliser ça. Mais j'ai toujours peur que les gens. Alors, c'est pas que j'ai toujours peur, c'est que j'entends beaucoup les gens dire qu'ils ont peur que ça, comme l'IA, ce Mhm. soit pas assez personnel. Que ça fasse pas. Ça résout pas la problématique de confiance ou de rassurer les gens. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément qu'il y ait un humain qui écrive le message? Qu'est-ce qui fait qu'un message est rassurant? Alors, si je te disais ça, comment, de ton expérience? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'aspect résolution du problème. Qu'est-ce que je veux D'accord. dire par là? C'est que lorsque le client va utiliser la plateforme pour la première fois, etc., Ouais. il va peut-être ne pas avoir confiance parce que c'est la première fois, il veut se rassurer, etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va appeler. Mhm. Mais lorsque ton premier contact avec ce client-là, tu as réussi à résoudre sa problématique et que tu l'as rassuré dans ton traitement, Mhm. derrière, normalement, il ne rappelle pas. Il fait confiance. Hmm. Parce que il a compris le système, tu lui as expliqué, tu l'as accompagné, etc. Ouais. Donc, il y a ce qu'on appelle le one and done, en gros. Hmm. C'est, OK, il appelle une première fois, c'est pas grave. Donc, Mais sur en cette gros, fois-là, tu peux mettre du temps. c'est ça. Tu lui donnes toute la valeur, tu lui donnes toute l'éducation qui va avec. Ouais. Et ça doit être one and done. Et la prochaine fois, lorsqu'il a le problème, il sait que il peut faire confiance à l'information qui lui est donnée directement par la plateforme. Et ça compte, les premières impressions sont tellement importantes. Ah, absolument. C'est là où il faut se donner, en fait. Ouais, c'est le one and done. Et je pense qu'après ça, ça met en confiance. Et je pense qu'aussi, il y a une tendance des consommateurs à se détacher aussi un peu d'avoir forcément quelqu'un au téléphone. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes ou les clients, ils veulent de la rapidité. Et on sait souvent qu'avoir quelqu'un Ouais. au téléphone, c'est attendre, souvent. Ouais, c'est ça. Et C'est prendre du temps, etc. c'est pour ça que j'aime bien WhatsApp, d'ailleurs. Parce que Ouais. nous, le problème qu'on a eu sur notre service client, pour être totalement transparent, c'est que là, on vient de devoir retirer WhatsApp. D'accord. Parce qu'on avait WhatsApp aussi comme canal de transmission des demandes clients. Ouais. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait plus de frustration des gens qui venaient pour WhatsApp parce qu'ils espéraient des réponses instantanées. D'accord. Alors que les gens qui font des emails, parce que c'est asynchrone,
Ils savent qu'ils Ils vont savent attendre. quand on a un peu de Ouais. temps. Et ça crée un problème parce que nous, notre WhatsApp, en fait, arrivait dans les emails. Ouais. Et le pire, c'est que des fois, c'est pas que la personne n'a pas vu tout de suite, l'agent du service client peut avoir vu tout de suite la Ouais. question. C'est que des fois, la réponse, il ne l'a pas tout de suite. Ouais, il faut qu'ils prennent du temps pour Aller chercher, etc. parce que et tout. souvent, en plus, sur des sujets, nous, on a beaucoup de sujets, des fois, de service client sur le shipping, Ouais. où en fait, nos services de shipping, il faut aller contacter DHL pour répondre à la question, ou Mhm. il faut aller contacter un autre partenaire qui a, lui, quelque part, loupé une étape, ou etc. Donc, plus c'est automatisé, plus on peut répondre vite. Ouais. Mais malheureusement, en général, quand on nous contacte, c'est pour quelque chose qui est un minimum complexe. Ouais, je vois, ouais. Et du coup, WhatsApp crée une frustration parce que même si tu réponds en disant on a bien reçu, on va vous répondre, Ouais. les gens, quand ça venait de WhatsApp, on a remarqué que Ils voulaient la une satisfaction réponse était plus basse. Mm, mm, Et quand on demandait pourquoi, c'est pas rapide. Ouais. Alors que la même personne, si elle nous a envoyé un email, c'est-à-dire que des fois tu voyais la même personne envoyer un email et envoie un WhatsApp, Ouais. c'est sur le WhatsApp qu'elle est pas contente. La fois Mhm. d'après, si elle envoie un email, elle dit ah ok, pas de souci. Ouais. Donc, Non, le- c'est vrai, c'est dans la perception. Parce que C'est- WhatsApp, tu te dis, ça va être rapide, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que les gens ont peur. Moi, souvent, j'encourage les gens à faire attention à quel canal tu utilises, à quel Mhm. canal tu permets les gens de te contacter. Ouais. Ouais. Parce que ça crée un truc. Et nous, on a commencé maintenant à dire aux gens, bon, automatiquement, ben, en fait, on a bien reçu la demande. Ouais. On va la traiter sous tant de temps. Mhm. Mais clarifier ça. Parce que si tu le dis pas, en fait, les gens ont l'impression des fois, ils disent même, ça se trouve, t'as pas reçu. Je vois. Et est-ce que vous faites de la recommandation de canal lorsque les personnes vous contactent par rapport à la Non, ça, problématique? on n'a pas encore. Ça, c'est là où tu vois que nous, tu vois, moi-même, j'ai pas assez investi dans mon service client. Parce qu'à une époque, j'avais lu, je sais pas si tu as eu le livre, bon, c'est une autre bible pour les geeks du service client, le livre de Trendline. C'est pas. Capitaine Train. Capitaine Train. Non, j'ai pas lu celui-là. Non, c'est Ah, pas celui-là. Il parle du service client. Et D'accord. eux, ils disaient que justement, ils avaient pris la décision de ne pas autoriser les appels. Hmm. En disant, tu peux demander qu'on te rappelle, Ouais, en t'expliquant c'est quoi le problème, mais ils ne prenaient pas les appels entrants. entrant. Hmm. Parce qu'ils avaient remarqué que du coup, ben, il y avait de la frustration des gens, parce que l'appel entrant, quand ils t'appellent, le temps qu'ils t'expliquent, que toi tu regardes, ils ont l'impression que ça traîne. Ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est peut-être lié, mais tu vois, Ouais. par rapport au choix du canal, Ouais. ça va encore avec les données clients, en fait, les données, les problématiques clients. Pour des boîtes comme Amazon, par exemple, quand Ouais. tu vas sur le site et que tu veux demander de l'aide, Oui. en fonction de ta problématique, on te recommande un canal. Parce qu'on Ah bon on sait que, ben, par exemple, pour du Where's my order, par exemple, où est ma Ouais. commande, etc., Ça va prendre un peu de temps. ça va prendre peut-être même pas, mais Ouais. ce canal-là, en tout cas, il est plus simple. Il est Par plus- exemple, tu peux passer par le chat, tu vas avoir une réponse assez rapide. Ah ouais. Si par exemple c'est Ah, ok. un problème de paiement, je dis n'importe quoi, hein, je Ouais. sais pas forcément Les cas, ouais. les cas, mais en fonction en tout cas de la problématique que tu donnes, Ouais. on te recommande un canal parce que ce canal-là va être plus pertinent. Peut-être par rapport au temps, par rapport aussi au niveau Ouais. dont on parlait tout à l'heure. Par La exemple, si c'est complexité du problème. Exactement. Si c'est un Where's my stuff, comme ils l'appellent chez Amazon, Un what? Where's my stuff. Where is my stuff? Ouais, Ça, c'est c'est un truc. Ça, c'est un truc. Ça, c'est le niveau de contact primary. C'est vraiment Niveau le plus 1. basique. Ouais, c'est ça. Where is my stuff? Ça, tu peux aller chez n'importe qui, ça va être très rapide, etc. Donc, ils te disent, voilà, Hmm. plutôt que d'attendre 5 minutes au téléphone, ou quoi, vous pouvez envoyer juste un chat, où la réponse même peut partir directement, tu vois. Ouais. Mais après, si c'est un niveau de complexité un peu plus élevé, ça va aller sur du téléphone, etc. Et effectivement, ils vont rappeler ce genre de choses. Donc, je pense que l'investissement dans identifier les trends de problématiques Ouais. et savoir vers où ça aboutit, ou en tout cas quel est le canal le plus adéquat, Ouais. ça permet de limiter du coup cette frustration dont tu parlais. Tu vois. Ouf. Et donc ça, ouais, mais ça demande aussi un certain niveau encore d'investissement et d'organisation. C'est quand même, il faut bien répertorier tes cas, identifier. C'est ça. Il faut Donc répertorier c'est ça le type fameux d'appel. investissement quand tu prends C'est le ça. service client au C'est ça, sérieux. c'est ça. C'est quand un client appelle, je sais exactement répertorier, codifier sa problématique Ouais. et je sais derrière comment l'analyser pour pouvoir identifier la problématique et puis mettre en place les actions qui vont. Donc c'est vraiment ça l'investissement dont je parlais, et puis à côté aussi la technologie, quoi. Oui, c'est la technologie en question. C'est un bel exemple d'investissement. Ouais, quand tu décris ça chez Amazon, pouf, mais ouais, c'est vrai que nous, on n'y est pas. Mais alors, pour toi, quel est le truc que tu as vu que les petites structures font, où ils font le moins, où ils ont le plus de mal, enfin, en tout cas, la chose qui leur donnerait le plus de résultats en service client, qu'ils font pas. La chose qui leur donnerait le plus de résultats en En service satisfaction client, en satisfaction client, mais qu'ils ne font pas. c'est le suivi. Par le suivi, je veux dire quoi? Le D'accord. client, il appelle une fois, Ouais. il a une problématique, Ouais. et elle est résolue, elle n'est pas résolue, c'est pas grave. Il rappelle une deuxième fois et il doit réexpliquer tout de A à Z. Ah oui, ça c'est relou. Ça, C'est c'est un relou. truc. Pour le même, client. même si tu n'as qu'un gars Ouais. qui fait le service client, il faut qu'il puisse savoir quel était le problème de la Absolument. personne avant qu'elle vienne. La personne qui prend l'appel derrière, il faut qu'elle ait un historique clair.
À la limite, quand le client, et ça on le faisait à un certain moment chez Amazon, lorsque le client il appelle, on lui dit bonjour monsieur, madame tel, vous avez appelé la dernière fois pour ça, etc. Est-ce que le problème a été résolu? Oui, non. Ah, ça n'a pas été résolu? Bah écoutez, je vais faire ça. Donc en gros, tu anticipes directement. Ouais. Et ça, c'est l'une des plus grosses sources de frustration pour les clients. Ils se disent, je vais appeler, je vais passer encore 5 minutes à tout réexpliquer, ça me saoule au fait. Donc le suivi, l'historique et le fait de pouvoir avoir un système qui vraiment donne de la clarté à la personne qui va traiter le contact derrière, c'est game changer. Et pour les agents, parce qu'ils ne vont pas se prendre la foudre du client, et pour le business de manière générale. Le client, il est beaucoup plus satisfait de se dire, j'appelle, j'ai même pas à parler au fait. C'est un suivi. Donc, je pense que c'est l'une des choses qui fait vraiment la différence en termes de satisfaction. C'est super intéressant ce que tu dis là parce que c'est vrai que ça c'est un truc effectivement beaucoup d'outils de support client te permettent de garder l'historique par personne. Déjà avoir une vue par client c'est sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore plus compliqué de mon expérience pour beaucoup de marques parce qu'en fait les gens du coup ils viennent de différents canaux. Tu n'as pas d'unification. Quelqu'un t'écrit un coup sur WhatsApp, un coup sur Instagram. Il se peut quand les deux tu saches pas que c'est la même personne. C'est vrai. Ou il t'a écrit un email et c'est souvent ce qui se passe quand tu es tout petit, ça va, normalement, tu as en général un canal. C'est quand tu commences à avoir une équipe que là, ça commence à se gâter. À être compliqué. Là, les gens commencent à perdre et donc, c'est là où il faut consolider. C'est là où il faut consolider et c'est là où, en gros, l'IA, les automatisations sauvent la vie, tu vois. Sauve la vie, Parce que, si je prends l'exemple, encore une fois, de Amazon Connect, j'avais commencé à travailler un peu avec l'outil avant de partir de la boîte. Tu reçois un appel client, l'outil va tout t'unifier, au fait. Il va t'unifier l'historique, quel que soit le canal. Et le client, s'il appelle, par exemple, il passe par un serveur vocal, il fait des choix. Tout ça, c'est pris en compte. Et donc, tu sais, avant de décrocher, pourquoi il appelle, et quand est-ce qu'il a appelé avant, et éventuellement, déjà, quelle est la solution que tu vas lui proposer, tu vois. C'est nice. Donc ouais, après, c'est un investissement, tu vois. Non, là, tu as illustré ce qu'on appelle l'investissement dans le service client. Et effectivement, et du coup, c'est intéressant parce que avant d'être chez Amazon, quand tu étais chez WebHelp Concentrix, vous serviez aussi d'autres boîtes européennes. Tout à fait, ouais. Parce que alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est un truc que je pense que peu de gens connaissent, j'ai réalisé. Il y a quand même des boîtes dont le métier est de personnaliser le service client. Absolument. Des espèces de centres d'appel, des fois cachés, des fois publics, des fois on sait que tu appelles un service client. En téléphonie, c'est plus ou moins évident que tu appelles quelqu'un qui n'est pas dans la boîte. Mais j'ai remarqué que en fait, les gens ne se rendent pas compte, même en Afrique, tu as des sociétés qui font ça en Afrique. Depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais nous, on le sait. Moi, je ne savais pas forcément. Tu vois, quand j'ai découvert WebHelp, Concentrix, qui sont à Abidjan, et qu'il y a des gens à Abidjan, nous, on a des gens qui sont chez nous en support client, ils travaillaient à un moment pour Uber, pour d'autres choses, depuis l'Afrique. Et ils faisaient du service client depuis l'Afrique pour les sociétés internationales. Moi, j'ai bossé pour Bouygues, j'ai bossé pour Free, j'ai bossé pour Direct Energy, j'ai bossé pour tous ces gens-là, alors que tu étais basé au Sénégal. J'étais basé au Maroc à l'époque. Au Maroc, oui, c'est vrai, tu étais au Maroc à l'époque. Au Maroc, vous faisiez tout ça. Donc, c'est vrai que le Maroc a plus cette culture de... Ouais, ça a été l'une des destinations privilégiées pour le BPO. BPO, c'est quoi? Pour business process outsourcing, exactement. Business process outsourcing. C'est ça le nom du process de mettre ton service client derrière. Exactement. Ça a été une des destinations les plus prisées il y a 10 ans, 15 ans. Maintenant, tu as des destinations comme Madagascar qui sont très prisées parce que les coûts sont beaucoup moins élevés. Le Sénégal aussi, le Sénégal, etc. Mais le Maroc a été une grosse destination pendant longtemps. Ouais, je crois que le Maroc a fait vraiment un gros business là-dessus. Et tu dirais que c'est quoi qui a fait que... Bon, j'imagine que le critère, c'est pas seulement que les gens ont des salaires bas. Qu'est-ce qui a fait que ces choses-là se sont développées? Non, je pense qu'il y a eu aussi le fait qu'il y avait quand même une population qui était très proche de la francophonie, parce que ça a été dans un premier temps pour les clients francophones. Bien sûr. Donc le Maroc est quand même très proche de la France, connaissent quand même assez les codes, etc. Donc la proximité géographique et la connaissance culturelle a fait que ça a été une destination au départ très prisée, quoi. Je sais que par exemple, moi ça me fait rire, quand tu dis ça, proximité géographique et culturelle, des fois je pense toujours à une anecdote de service client, moi qui me fait toujours fait rire chez Anka, c'est à quel point l'image que les gens se font d'un pays détermine à quel point tu leur fais confiance ou pas. Je vais te donner un exemple. Bon, bien sûr, les gens parlent de l'accent. Qui est l'exemple numéro 1 service client qui peut être un frein. Quand tu appelles quelqu'un en service client et que tu entends un accent, tu n'es pas rassuré. Mais nous, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que je me souviens, nous, on avait à un moment des gens du service client, qui étaient, donc, encore aujourd'hui d'ailleurs, qui sont au Nigeria, qui traitent des clients partout en Afrique. Et donc, systématiquement, les gens au Kenya, quand c'était
quelqu'un du Nigeria qui leur répondait, ils étaient méfiants. Et des fois, ils repassaient derrière pour être sûr que c'est vraiment quelqu'un de la boîte. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes à un moment. Ouais. On avait eu le même problème avec les Ivoiriens quand c'était les Sénégalais qui appelaient. Ouais. Et c'était choquant parce que d'autres pays n'avaient pas ce problème. C'est-à-dire que si un Sénégalais appelle un Togolais, il n'y a pas de problème. Ouais. Un Sénégalais appelle un autre Sénégalais, il n'y a pas de problème. Un Sénégalais appelle un Français, il n'y a pas de problème. Mais un Sénégalais appelle un Ivoirien, le Ivoirien n'est pas serein. un Nigérien appelle un Kenyan, le Kenyan n'est pas serein. Et ça m'a chose, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont? Et c'est une perception, je pense, qu'ils ont du pays où ils se disent... Ouais, il y a beaucoup de préjugés aussi dans tout ça. Moi, je sais que pendant que je bossais chez Concentrix, par exemple, il y avait surtout un souci de sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que des services comme par exemple les banques allaient très rarement sous-traiter au Maroc, etc. Parce que le niveau de sécurité est beaucoup plus sensibilité de l'information, et les clients ont une plus grande peur par rapport à ça, tu vois. Ils veulent parler à quelqu'un, voilà. Un Jean-Jacques, un frérot à qui peut relate. À qui peut relate. Donc, mais après, quand c'était pour le service téléphonique, les opérateurs téléphoniques, etc., il y avait pas de problème, tu vois. Ouais, le téléphone, c'est pas aussi sensible, tu me diras. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il y avait un souci de sensibilité du business en lui-même. Les banques, t'allais jamais voir des banques... peut-être qu'il y en a maintenant, mais en tout cas à l'époque il y en avait très peu. Alors que d'autres, de la télévente, etc. et tout, ça se faisait tranquillement. Et c'est intéressant, et tu dirais qu'Amazon, du coup, ils ont externalisé quand même aussi des parties de leur service client. Absolument, ouais. Ils ont externalisé. Alors, il y avait deux modèles. Il y avait, les centres qui étaient dans d'autres pays, mais qui appartenaient à Amazon. Ouais. Ça, c'est le centre pour lequel j'ai travaillé au Maroc. Et ensuite, tu avais les partners. Donc, c'est vraiment des entités externes, externalisées, qui travaillent pour le compte d'Amazon. Donc, il y avait ces deux types de business, on va dire. Et donc, du coup, dans ces deux cas-là, c'était parce qu'ils voulaient optimiser leurs coûts, j'imagine aussi. Ouais, toujours, ouais. Là, ils sont installés au Maroc pour l'optimisation des coûts, pareil. Ouais, mais du coup, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. On n'a pas trop élaboré sur les niveaux de support. Ouais. Parce que j'imagine qu'ils ne mettent pas tout le support là-bas. Non. Et donc, dans ce cas-là, tu peux avoir des niveaux de support différents. Absolument, ouais. Et ça, c'est une bonne pratique, je pense, quand nous, on a pratiqué ça aussi. Dès que tu commences à avoir... Parce qu'en fait, tous les problèmes ne nécessitent pas la même maîtrise. Absolument. Et tout le monde dans les boîtes ne peut pas traiter toutes les réponses à toutes les questions. C'est ça. Surtout nous, quand on a commencé à avoir un peu du multiproduit, on a commencé à avoir du paiement, de la logistique et de la marketplace. En fait, un créateur qui t'appelle pour te dire pourquoi je ne fais pas de vente, c'est pas la même chose qu'un vendeur qui t'appelle pour te dire mon colis a été expédié, mais mon client l'a pas reçu. Non, c'est clair. Ça n'a rien à voir. Et Absolument, la capacité à répondre aux deux est devenue... C'est difficile d'avoir une équipe qui peut traiter tous ces sujets-là. Non, c'est clair. Plus tu montes en technicité, plus tu as des équipes qui sont beaucoup plus pointues. Et c'est pareil, le modèle chez Amazon, c'était ça. Je t'ai parlé du niveau primary, comme on disait, avec Where is my stuff? Exactement. Où là, c'était même le niveau d'entrée quand tu intègres Amazon en tant que chargé de clientèle, tu rentres par ce niveau-là. D'accord. Ensuite, tu prends de l'expérience et tu passes à un niveau 2. Le niveau 2, ça va être traiter les problématiques un peu plus complexes, où là, il faut, je sais pas moi, créer des tickets auprès internes auprès soit des fournisseurs, soit des delivery stations, etc. etc. Et puis après, tu avais des niveaux où, par exemple, là, c'était... alors, c'est dans un autre domaine où c'était des demandes très techniques et liées, par exemple, aux appareils Amazon. Ouais. Par exemple, les Kindle, etc., Amazon Music, etc. et tout, où là, tu as un niveau de technicité qui est plus élevé. Ouais. Et là, encore une fois, c'est un autre type de support. Etc. Donc, c'est un autre type d'agent aussi, tu dis. C'est ça, tout à fait. Et je me rappelle qu'à l'époque, par exemple, chez Amazon, on avait le support au Maroc qui traitait effectivement toutes les demandes basiques, etc., avec certains niveaux aussi. Mais tu avais le support qui était à Cork, en Irlande. Oh, ok. Et qui avait effectivement des niveaux élevés. Où tu avais l'équipe même... Qui a fait certains produits. C'est ça. Tu avais les équipes qui ont fait des produits, ou tu avais les équipes support au niveau de la customer experience, etc., qui eux aussi pouvaient traiter des problématiques. Tu vois. Donc, en fonction du niveau, la localisation pouvait évoluer, mais aussi le nombre de personnes qui traitent ces problématiques-là évolue aussi, quoi. Non, c'est super intéressant. Et du coup, là, je pense à un autre truc qui est du coup très important, c'est que tu as dû recruter. Absolument. Beaucoup, j'imagine. Ouais. Tu as recruté combien de personnes, genre, au service client? Tu as pu compter, toi? Tu dirais que tu as recruté combien de personnes, si je te demande? Parce que j'aime bien demander toujours des petits chiffres. Je crois 2000. Hein. Tu as recruté plus de 2000 personnes en service client? En service client, parce que recruter et former, du coup, puisqu'on était dans le processus de recrutement. Mais ouais, chez Amazon, je pense que sur une année,
ce qu'on appelle le Q4, donc la fin de l'année où il y Ah avait oui. le plus de flux Le pour Black préparer les Friday, là. fêtes, etc. Et tout. On passait d'un site à 200 personnes à un site à 500, 600 personnes. Ouf. Donc on pouvait onboarder 400 personnes Waouh. sur une période de 3 mois, tu vois. Ah ouais. Et les gens restent pas forcément après en plus. Non, il y a du turnover. Souvent, c'est des CDD, des temps, etc. des temporaires. Après, souvent, ils sont convertis en CDI et tout. Mais ouais, recruter, former, ouais, je dirais bien 2000. Hein. Putain, mais du coup, c'est intéressant comme chiffre parce que du coup, tu dirais que c'est quoi alors, quel est le premier critère? Comment on reconnaît quelqu'un qui ferait un bon support? Parce que moi, par exemple, tu vois, l'autre jour, j'ai fait une recherche d'emploi pour Anka. Ouais. Et je disais que c'est pas vu comme étant une carrière. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Les gens se lèvent rarement en disant je veux être agence support client. Ouais, non, en général, ouais, c'est pas. C'est pas la pas carrière que les gens. forcément, ouais, c'est clair. Donc comment C'est on clair. reconnaîtrait quelqu'un ou comment on sait identifier quelqu'un qui ferait un bon support client? Je pense que c'est quelqu'un qui est très curieux. Ah, Ouais. ok. Pourquoi? Parce que, en tout cas, dans le domaine dans lequel j'ai évolué, chez Amazon, tu te doutes bien que c'est une boîte qui est énorme, qui a Ouais. énormément de politique, qui a Ouais. énormément de règles, etc. Et tout. Ouais. Pour moi, je pense que les personnes qui étaient les plus performantes et en tout cas qui arrivaient à exceller, c'était les personnes qui étaient autonomes et curieuses. Ah, les deux, il faut être autonome C'est et ça. curieux. Ouais, c'est ça. Faut pas être curieux à poser tout le temps des questions. C'est ça, c'est la personne qui, dès qu'elle reçoit un appel, je vais vous mettre en attente, je vais demander, et met le client en attente. Alors c'est normal au début, tu vois, mais la personne qui arrive très vite à s'adapter à ça et à comprendre comment aller chercher l'information tout seul, au fait, Ouais. c'est la personne qui excelle le mieux, tu vois, dans ce domaine. Après, bien sûr, tu as toutes les qualités soft skills, tu vois. C'est-à-dire. Bah, Parce il qu'en faut... fait, du coup, c'est ça que souvent les gens ne mesurent pas. Ouais, c'est ça Beaucoup de gens qui qui est difficile à embauchent. mesurer. Je vais donner un exemple. Ok, on a une de nos clientes, par exemple, elle avait une marque de beauté qui fait des beurres de karité. Ouais. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider, donc Mhm. autant gérer les requêtes des clients. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu lui dirais à elle qu'il faudrait qu'elle cherche comme qualité pour sa personne Au qui va niveau gérer soft ça? skills, Ouais, c'est soft ça? skills. Bah, déjà, il faut que ça soit quelqu'un qui, alors c'est peut-être bête à dire, mais qui est souriant au fait, qui Ah au ouais. téléphone, qui a un sourire qui s'entend, tu vois. Ah, intéressant. Parce que bah, quand tu décroches le téléphone et que Ouais. tu dis la première phrase, On sait reconnaître. tu peux reconnaître si la personne va être chaleureuse, etc. Ah. et tout. Donc il y a cette chaleur déjà à avoir, être souriante au téléphone, et puis il y a souriant ou souriante, et il y a aussi cette capacité vraiment à aider le client, à accompagner le client, tu vois. Ça va avec le fait de rechercher, d'être curieux, rechercher l'information. Mais c'est vraiment, j'ai mon client, il a une problématique, je vais tout faire pour l'aider avant qu'il raccroche, tu vois. Et c'est un peu cette notion, comme tu disais, d'être dans le service, de quelqu'un qui veut rendre. Est-ce que tu penses qu'il faut quelqu'un qui aime rendre service? Qui aime rendre service, je pense, ouais. Parce que ça demande quand même un effort, tu vois. Non, c'est d'aller une endurance. regarder, Hein. etc. Et puis, C'est une quand tu le endurance. fais toute la journée, Mhm. tu finis la journée rincé. C'est vrai. Et souvent, les gens te viennent avec avec une énergie négative, une colère. Parce que souvent, quand je reviens au support, ils sont rarement joyeux. Ouais. Parce qu'on on prend cher. On prend cher, Souvent, voilà. on prend cher. Et dans- c'est ce que dans je le dis service souvent, le client. métier du support est un métier très ingrat, parce qu'en fait, tu prends toute la douleur Ouais. de la société, en fait, de ses clients. Mm. Et toi, tu dois répondre avec de la joie, C'est ça. de l'empathie, de la bonne humeur. Et c'est très difficile à mesurer. Donc, je sais pas si toi, tu as des exemples d'exercices, de pratiques que quelqu'un pourrait appliquer pour se dire, je veux recruter au service client, qu'est-ce que je dois tester? Comment je peux tester l'empathie? Pour le recrutement, c'est Ouais, ça. pour le recrutement. Comment je teste? Ouais. Je pense alors déjà, il y a un process qu'il faut mettre en place, c'est, nous on appelait ça une bay period. En gros, c'est une sorte d'incubateur où, Ok. dans le process de formation, on va mettre les personnes en situation. D'accord. Tu vas les mettre en situation pour vraiment tester comment Leur est-ce qu'ils réaction. réagissent. Tu Ouais, vois. ouais. Donc ça permet déjà d'avoir un premier filtre. Parce Ouais. qu'en général, tu vas voir comment les gens réagissent aux premiers appels, etc. etc. Après, je pense que vraiment ce qu'il faut identifier, c'est, comme j'ai dit, ces personnes qui sont curieuses, qui sont chaleureuses, qui ont le sens du service et qui vraiment ont cette fibre de vouloir aider vraiment. Tu vois, je me rappelle d'une expérience, ou en tout cas d'une conseillère qu'on avait recrutée, qui à première vue, tu vois, n'a pas forcément très timide en apparence, très tu vois, introverti. introverti, etc. et tout, mais qui avait une empathie de ouf. Ah ouais? C'est-à-dire que lorsque Comment ça le se client voyait? appelait, Ouais. ça s'est vu dans les premiers appels, au fait, dans les tests.
Parce qu'au départ, c'est la formation, etc. C'est très théorique. Et on les met dans le bain très rapidement pour les tester très rapidement. Tu vois. Ok. Donc Donc, ça, c'est aller vite au test. Aller vite au test. Aller vite en mise en situation. Et on se rendait compte que c'était une personne qui avait une empathie de ouf. C'est-à-dire que la petite mémé qui appelait parce qu'elle ne sait pas comment valider son panier, elle faisait tout pour l'aider, tu vois. Elle avait à cœur de, quand elle raccroche, entendre un merci, entendre un sourire, etc. Et elle était contente et elle performait comme ça, tu vois. Wow. Donc il y a vraiment ce sens du service. Et ça, c'est difficile de le détecter dans un test ou dans un interview de recrutement, etc. Non, ouais, tu peux. Je pense qu'il faut tester les gens très rapidement. Mettre en situation rapidement. Absolument. Quitte à arrêter rapidement. Donc pour toi, quels seraient par exemple les trucs qu'il faut que tu saches dès le début arrêter? Bon, je sais que les gens disent souvent qu'en support client, il y a comment tu t'exprimes et comment tu écris. Oui. Quelqu'un qui est pas clair, quelqu'un qui n'arrive pas à rédiger sans faute, c'est pas la peine d'insister forcément. Aujourd'hui, je dirais même pas que c'est un critère. Parce ouais qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui te permettent de corriger ça, au fait. Tu vois. Il y a tellement d'outils qui te permettent de corriger la grammaire, de corriger l'orthographe, etc. et de reformuler. Aujourd'hui, il y a tellement de réponses que tu peux préfère aussi pour éviter que ça tape soit manuellement. La tâche. Donc, je dirais pas forcément ça. Je dirais c'est vraiment quand il est en situation, comment il réagit. Donc, le mettre en situation rapidement. Je me rappelle qu'à l'époque, les formations chez Amazon duraient 2 semaines. Ensuite, tu avais 2 semaines de Bay Period, justement. Et ensuite, ils rentraient en production, comme dit. Dès la première semaine, le 3e jour, je crois, on les mettait directement en appel. Mais pour des appels hyper basiques, tu vois. C'est ça. Et on les mettait en binôme avec d'autres personnes expérimentées. Mais eux-mêmes, lorsqu'ils prenaient les appels, tu avais des gens qui partaient après. Mais c'est intéressant. Pourquoi tu dirais? C'est quoi le truc qui fait que quelqu'un n'est pas fait pour ça, par exemple, pour qu'on pourrait reconnaître quelqu'un? Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... Les gens qui sont, je vais pas dire susceptibles, mais il y a beaucoup de... Nous, les rares cas où ça s'est très vite arrêté, c'est les gens qui... Qui prennent tout pour eux. Ouais, qui le prennent personnellement. Ça, c'est pas marché dans le support client. Ah non, absolument pas. Et pour le pire, c'est des fois, tu as des fondateurs de sociétés qui ne peuvent pas faire le service client à cause de ça. Parce qu'ils créent des boîtes, ils sont très bons dans le commercial. Acquérir de nouveaux clients, convaincre des personnes, mais traiter avec des gens qui sont déjà leurs clients, ils n'y arrivent souvent pas parce qu'ils sont trop susceptibles. En fait, ils le prennent trop personnellement. Et souvent, d'ailleurs, c'est le cas des gens qui ont créé la boîte parce qu'ils identifient le produit, c'est eux. Donc, toute critique du produit, ils le prennent pour eux. Ils le prenaient pour eux. Bah, oui. Et ça, je sais pas si toi, c'est quelque chose que vous avez vu. Bon, je pense qu'Amazon, c'est un peu moins fréquent, mais c'est quand même quelque chose qui arrive de voir des gens qui, même quand tu veux recruter, il faut faire attention à ne pas prendre quelqu'un au support client qui s'offusque vite. Ah bah c'est clair que non, parce que sinon non, tu vas partir au bout du premier jour. Il faut se détacher complètement et on l'apprend même, ou en tout cas c'est des modules qu'on délivre lors de la formation initiale. On dit le client qui vous appelle, s'il vous insulte, en vrai c'est pas vous qui l'insulte. C'est la boîte qui l'insulte. Vous n'avez rien à voir avec son problème. Donc il faut complètement se détacher. Il faut se dire, ce client il a un problème contre Amazon. Il n'a pas un problème contre moi. Et moi, je suis là pour l'aider. Et dans le discours, même lorsqu'on fait les modules, par exemple, de gestion des objections, etc., c'est un discours qu'on adopte. On dit, je comprends que vous soyez frustré, mais moi, je suis là pour vous aider. Moi, vous m'avez appelé, je suis votre allié, au fait. C'est ça. Je ne suis pas contre vous. Je suis là pour trouver une solution. Et c'est vrai que ça, il faut que la personne qui traite les appels, il faut qu'elle intègre. Si elle n'arrive pas à intégrer ça, c'est dur à développer. C'est dur à développer. C'est dur. Ça, mais par contre, du coup, la transition pour moi qui est intéressante, c'est qu'est-ce que tu dirais qui est le meilleur moyen de former des gens? Parce que ça, c'est aussi ce que tu as fait beaucoup. Et tu disais que c'était tes premières amours. Moi, mon plus gros sujet dont on a parlé tout à l'heure, on a commencé, c'est j'ai beaucoup de mal en Afrique à trouver des gens qui sont capables de passer du support niveau 1 à passer du niveau 2, 3, à traiter de la complexité sans être dans dans l'approximation. Des fois, plus c'est complexe, il faut être précis. Absolument, ouais. En général, c'est ça le problème. C'est que les supports clients de haut niveau de complexité requièrent une précision dans la compréhension du problème. Donc, je ne sais pas comment aujourd'hui on peut former quelqu'un à être plus précis. Si tu as quelqu'un qui est bien en support client quand c'est des problèmes basiques, mais ils n'arrivent pas à passer au niveau complexité supérieure, qu'est-ce que tu dirais qu'on peut faire dans ce cas-là? Au niveau de la formation en elle-même, à part s'assurer que le module de formation que tu développes répond vraiment à la problématique ou répond vraiment à la problématique de connaissance pour la personne,
je dirais, c'est dû à l'expérience, au fait. C'est l'expérience de la personne. Quand tu arrives, tu es au niveau 1, etc., et pour arriver à un niveau de complexité ou pouvoir traiter un niveau de complexité plus élevé, il faut que tu aies pris l'expérience, tu vois. Il faut que tu aies l'expérience, effectivement, de résoudre le problème. Mais aussi, je pense qu'il y a l'expérience d'être de l'autre côté. Quand tu as quelqu'un qui traite une problématique, en revenant au Where's My Stuff, par exemple. Where's My Stuff chez Amazon, le client qui dit, voilà, j'ai telle problématique, etc. Tu as juste la visibilité sur toi, ce que tu peux faire pour lui et comment est-ce que tu peux l'aider. Il y a un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'on formait les conseillers à l'envers du décor. C'est-à-dire qu'au niveau des centres de distribution... Ah, ils devaient savoir ce qui se passait en vrai. C'est ça. Ah oui, c'est vrai que des fois, les gens n'arrivent pas à comprendre ça parce qu'ils ne le vivent pas. Non seulement ils vivent pas l'expérience client, mais ils vivent pas aussi l'expérience de l'autre service. Ouais, du service en question. Du vendeur ou du dépôt. Du dépôt, qui est celui qui a le problème. C'est ça. Quand tu reçois un call Where is my stuff et voilà, toi tu fais quoi? Tu fais que remplir un formulaire, tu l'envoies. Ouais, tu sais pas. Mais quand tu l'envois à qui? Il faut être celui qui reçoit, qui doit aller chercher qu'est-ce qui s'est passé. Celui qui reçoit, qui est dans le service ICQA du dépôt, il va recevoir ton formulaire, il va se déplacer à pied, il va aller chercher dans les lignes. Dans l'énorme exactement, etc. Amazon, et tout. Et donc, il y a toute une procédure derrière. Donc, je pense que le niveau d'expérience ou d'expertise dépend de à quel point j'ai une vision complète du cercle, au fait. Quand le client il appuie sur le bouton commander, si je sais exactement tout ce qui se passe, j'arrive à avoir un niveau de complexité, ou en tout cas à traiter ce niveau de complexité. Tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà une vision, une expérience sur laquelle tu as appuyé pour comprendre ce qui se passe. Ah ouais, donc oui, tu te dis que, en général, par exemple, si je reprends madame qui fait des produits de beauté, il faudrait en fait que sa go qui gère le service client, elle lui fasse faire les produits. C'est ça, par exemple. Donc, elle fasse faire une expédition elle-même. Exactement. Et là, elle va comprendre ce qui peut s'être passé. Exactement. Déjà, rien que quand le problème va arriver, elle va avoir une idée de qu'est-ce qui peut s'être passé. Il y a des moments qui sont extraordinaires parce que quand on fait ça, il y a des gens qui se disent « Ah, mais c'est pour ça alors !» Ah, c'est pour ça, exactement. C'est pour ça que quand j'envoie le formulaire, qu'il y a ça qui se passe. Ou bien c'est pour ça que... Et tu as même des conseillers, du coup, qui arrivent à donner des solutions auxquelles on n'avait même pas pensé, tu vois. Ils se disent « Mais au fait... il faut pas envoyer de formulaire, en fait. C'est pourri. C'est ça qu'il faut faire, etc. Parce que tu leur as montré l'envers du décor. Donc, je pense que vraiment, le niveau d'expertise dépend à quel point tu as cette visibilité à 360, au fait, du business. Du moment où le client il clique sur commander, qu'est-ce que ça déclenche? Ça déclenche tel service, tel process, etc. etc. Et là, tu peux résoudre toutes les problématiques au final. Tu sais qui contacter lorsqu'il y a tel problème, etc. etc. Donc, je pense que c'est lié à ça. C'est ça, ouais. Donc, en fait, oui. Donc, il y a un recrutement, il faut aller le plus vite possible à l'action. Et après, pour la formation, c'est de faire vivre l'expérience complète du service pour que les gens puissent relate. Et tu dirais, c'est intéressant, donc pour conclure le dernier point dont on avait parlé tout à l'heure, c'est aussi, du coup, la différence entre le support client et le customer success. Moi, je suis un grand fan du customer success, mais j'ai l'impression que les compétences un peu commerciales, comprendre le besoin, savoir adapter l'offre comprendre les problématiques des gens et faire comprendre l'intérêt de solutions et l'upsell, c'est pas naturel pour beaucoup de gens qui font du support, qui sont beaucoup plus dans le action-réaction. Je trouve que c'est deux domaines qui sont liés mais différents, qui sont vraiment différents. Parce que quelqu'un qui va prendre un appel client ou qui va résoudre une problématique client, il n'a pas forcément, tu vois, la visibilité de... au fait, je prends de la hauteur sur cette problématique et je regarde qu'est-ce que je peux mettre en place qui va te permettre de gagner de l'argent, ou etc. Non, lui, il veut résoudre le problème à l'instant T, tu vois, et basta. Donc, je pense que un Customer Success Manager, c'est vraiment une autre dimension, tu vois. C'est plus un commercial, tu dirais, qu'un... Je dirais c'est un commercial et en même temps... on avait un service chez Amazon qui s'appelait ACES, Continuous Improvement. ACES, ok. Ouais, c'est ça. Donc, Amazon Continuous Experience Service, etc. Et donc, c'était des personnes qui connaissaient tellement bien le business que
dès qu'il y avait une problématique, il savait mapper cette problématique et y apporter une solution, tu vois. Donc pour moi, quelqu'un qui fait du customer success, c'est quelqu'un qui arrive à non seulement être commercial, etc., mais qui arrive aussi à prendre du recul et prendre de la hauteur Et sur proposer le des business et être force de proposition. Mais c'est dur, ça, du coup, tu dirais. C'est pas les mêmes vraiment une profils, du compétence. C'est pas les mêmes profils. Pour moi, c'est pas les mêmes profils. Mais tu dirais qu'il faut des profils de quel type dans ce cas? Il faut des profils de chef de projet, je pense. Ah, Des profils de QA, Quality Assurance, ouais. et effectivement avec des fibres commerciales. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est différent du support. Ouais, non, pour moi, c'est différent du support. Ils font pas du support à proprement dit, tu vois. Ils sont là pour permettre aux clients de thrive, tu vois, de faire du chiffre d'affaires, etc. et tout. Donc, c'est plus... Ouais, pour moi, c'est différent. C'est d'autres compétences. Retirez votre argent facilement avec OnCapPay. Vous vous demandez quand et comment retirer votre argent sur OnCapPay? C'est simple et rapide. Disponibilité immédiate. Vos fonds sont retirables dès la confirmation de la commande. Aucun compte bancaire requis. Retirez directement sur votre compte local, MTN Momo, Wave, Orange Money. Sécurisé et sans tracas. Votre argent à portée de main sans complications. Vendez directement sur vos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Rejoignez-nous dès maintenant sur onca.africa. Ok. Donc tu penses que demain, on peut avoir en Afrique de plus en plus... Parce que moi, j'ai une conviction, après, c'est purement personnel, je pense que j'aime bien ce domaine, parce que personnellement, c'est ma partie préférée quand je fais la startup. Je préférais le support. Ouais. Vraiment, c'est là où j'avais la sensation d'utilité la plus grande. Ouais, Plus grande que quand je fais de la finance, plus grande quand je fais du marketing. absolument. Je suis plus ambiancé d'avoir résolu un problème que d'avoir eu un nouveau client. Mhm. J'ai eu des nouveaux clients, ça m'a rarement excité. Ouais, Pourtant, beaucoup de gens pensent à ma nature que j'aime parler aux gens. En fait, j'aime plus résoudre les problèmes que ouais. closer en tant que tel. Mhm. Et donc, j'ai cette conviction interne que pour moi, en Afrique, notre jeunesse et ces gens-là, il y a un potentiel énorme demain pour ce type de métier-là, Mhm. du support. Après, Ouais. est-ce que tu penses qu'avec l'AI, c'est pas complètement le contraire? Du coup, peut-être qu'il n'y en aura pas autant de postes là-dessus. Donc, je sais pas, toi, un peu de ce que tu vois, est-ce que c'est quelque chose... Si demain, je sais pas, un enfant vient te voir et te dit ah, j'aimerais bien résoudre des problèmes des gens, est-ce que tu lui dirais c'est une carrière le support ou pas? Je pense que c'est une carrière, mais qui sera complètement différente. Ah, de ce que nous on imagine? Ouais. De ce que nous on connaît. Ah, Je pense que ça sera super différent de ce que Ouais. nous, on connaît. Ouais. Ça sera pas je prends mon téléphone, j'envoie des emails, etc. Ouais. Je pense que ça va être, dans quelques années, très... ça va être beaucoup de sur-mesure. Ce que Ok. je veux dire par là, c'est que lorsqu'un client va venir, ou lorsque je vais vouloir résoudre une problématique d'un client, je vais presque lui créer de nouveaux process avec de nouveaux outils. Tu vois ce que je veux dire? Oula, ok. Avec les outils d'intelligence artificielle, etc., etc. Pour moi, ça va être différent de juste prendre le téléphone et répondre à une problématique, etc. Ça va être créer des choses, Ouais. créer des process, créer des plateformes, etc., etc. Donc, je pense que l'avenir du métier, ça va être quelqu'un qui non seulement effectivement a l'expertise ou les compétences qu'il faut pour un bon un chargé de clientèle, etc., mais quelqu'un aussi qui a l'expertise technique. La nouvelle expertise technique dont on a besoin aujourd'hui, c'est créer des automatisations, créer des bots, pourquoi pas, faire des implémentations IA sur des serveurs, etc., etc. Donc je pense que c'est plutôt vers ça que ça tend, tu vois, l'expérience client. Ok, super intéressant. Mais écoute, très 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 intéressant. Du coup, en général, pour conclure ce podcast, moi j'ai 2 questions que je pose toujours. Ok. C'est si aujourd'hui tu devais recommencer à zéro Ouais. et que tu devais, en général, je dis, tu n'as que 1000 euros, Mhm. qu'est-ce que tu ferais? Si quelqu'un te dit aujourd'hui, bon là on va prendre plutôt le cas, tu es un entrepreneur, donc tu as ta société, et tu as un budget limité pour construire ton équipe de support. Ok, Avec 1000 euros, tu commences là, on va dire là, tu lances ta boîte, allez, je sais pas ce que tu vas vendre, allez, on va dire, tu vends des produits digitaux, je vois, tu peux vendre des formations, ou Ouais. tu vends, ou tu as un hôtel, ou tu as un Airbnb, Mhm. et tu veux construire un système de support pour ça, mais tu n'as que 1000 euros. Tu fais comment? On en revient toujours au même sujet. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Ouais. Tu prends quoi? Tu prends un abonnement ChatGPT, tu fais quoi?
Alors, Parce qu'aujourd'hui, là, comment quelqu'un fait pratiquement. Aujourd'hui, comment tu situes ça? Tu prends quand même quelqu'un, t'embauches bien. tu prends Je pense que je démarrais moi tout seul. Tu ferais le support toi-même déjà. Je ferais le support moi-même parce que je commencerai par traiter toutes les problématiques qui sont basiques, sûr. tu vois. Mhm. Et je prendrais, alors pas forcément cet outil, mais j'ai donné l'exemple de l'outil que Amazon a développé en interne, Amazon Connect, ouais. Amazon Connect, qui aujourd'hui est disponible pour tout le monde, hein. Tu peux aller et Quoi acheter, bien sûr, Tu peux acheter Amazon Connect. tu peux acheter une licence Amazon Connect et l'utiliser pour ton business. Avec tous la Ah ouais. technologie qui va avec, ouais. Mais pourquoi personne ne dit ça? C'est marrant. Ok, Ah bah, c'est lancé depuis des années, hein, Sérieux? honnêtement. Ouais. Ok. Et moi, j'avais un projet finalement que je n'ai pas lancé, mais un projet d'ouverture d'un centre de relations clients à Dakar. Ah oui. Et pour moi, je partais sur Amazon Connect. Ouais. Et tu pourrais le diffuser dans toute l'Afrique même, c'est vrai. C'est ça, absolument. Et donc, cet outil-là, aujourd'hui, quand tu l'achètes, tu investis dedans, bah, au final, tu peux mettre en place des bots, des agents IA, etc., qui vont traiter toutes les problématiques basiques. Ok. Et ensuite, bah, au fur et à mesure, tu peux le Mais ça coûte développer et combien avoir ta des licence agents. Amazon Connect là, c'est pas. En fait, tu as des sortes de paliers en Ouais. fonction du nombre de contacts que tu vas. Ok. Requêtes, c'est ça, de requêtes que tu vas traiter. Je me rappelle plus des tarifs, mais je pense que ça. À 1000 €, ça tourne. Quoi. Ouais, à 1000 euros, ça tourne. À 1000 euros, ça tourne, honnêtement. Si tu n'as pas un D'accord. volume énorme, si tu n'as pas, je sais pas moi, 100 000 appels par Donc toi, jour, tu dirais qu'il faut mettre un bon logiciel de suivi client. je pense qu'il faut mettre un bon logiciel de suivi C'est client. intéressant. Ouais. qui Plutôt va- que de prendre quelqu'un, tu aurais pris toi un logiciel et toi, tu aurais fait. Ouais. Ou peut-être prendre quelqu'un qui s'en occupe, tu vois. Mais ça ne serait pas directement prendre 3, 4, 5 personnes. Voilà, plutôt que de prendre plein de gens, toi, tu prendrais un bon logiciel. Je pense un bon logiciel qui a omnicanal, donc qui me permet effectivement de Faire pouvoir réseaux sociaux. réseaux sociaux, chat. Canal, votre affaire, là. Absolument, Ah bon absolument. Ouais. Ok. Et ce qui est cool, c'est que c'est 100% cloud, donc t'as pas de il n'y a pas de besoin d'avoir de structure physique, Ouais. etc. pour tes serveurs et tout. Et donc ouais, un bon logiciel comme ça qui répond à mes problématiques immédiates, et je pars de ça. Et ensuite j'incrémente. Ok. Non, mais écoute, super. Mais écoute, et l'autre versant de cette question, du coup, pour conclure, elle est plus cool, celle-là, c'est si tu avais 1 million d'euros aujourd'hui, tu ferais quoi? Si j'avais 1 million d'euros aujourd'hui, Ouais. 1 million d'euros, je crois que j'investirais dans... alors, j'ai une société, j'en ai pas parlé, mais j'ai une société de conception pédagogique. Ben voilà, fallait on pouvait pas finir sans quand même vendre un peu ce qu'on fait, Malik. C'est important quand même. C'est vas-y. important, c'est important. Donc, j'ai une toujours. société de conception pédagogique, donc j'accompagne des boîtes à développer leur formation, tout simplement, soit en créant des modules en partant de rien du tout, Ouais. en mode e-learning, ou en conseillant au niveau de ça. Et donc, je pense qu'avec 1 million d'euros, j'investirais dans l'éducation de la jeunesse dans ce domaine. C'est extraordinaire. Dans l'IA, là, donc tu aurais encore Pas Non, forcément dans l'IA, dans la mais je pédagogie. formerais, Ouais, tu vois, à la la pédagogie. jeunesse à la conception pédagogique. Alors, tu formerais pas à apprendre, tu formerais à former. C'est particulier quand même. Alors, pas à former, À apprendre. à concevoir des modules de formation. Ce que je fais concrètement, c'est, D'accord. toi aujourd'hui, tu es chez Anka, Mhm. comment est-ce que tu formes tes employés? Bah, fou, alors j'ai une RH qui souffre le martyr à déterminer des plans de carrière, à déterminer qu'est-ce qui manque, quels sont les besoins de compétences, etc. Ok, très bien. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais être partenaire de cette RH et je vais identifier dans tout ce qu'elle développe quels sont les éléments qui peuvent être qui peuvent être passés en e-learning, C'est ça. en self-directed. Ok. Et je vais utiliser des outils pour concevoir ces modules-là. Hmm. Des outils comme Articulate, Storyline, etc. etc. Et en gros, ça permet au lieu d'avoir une personne qui va prendre 5 jours à ramener des personnes dans une salle de classe et les former sur des outils ou des process, etc., tu as des personnes qui le font tout seuls devant leur écran. Et surtout pour les compétences techniques, Ouais. c'est beaucoup plus adapté. Très bien. Et donc, moi, ce que je ferais, c'est que je formerais des jeunes à faire ce métier-là. Ah d'accord, pour que eux le puissent faire dans d'autres boîtes, etc. Exactement. Ok. Parce que pour moi, la jeunesse aujourd'hui, surtout en Afrique, on cherche des opportunités à pouvoir
gagner de l'argent, travailler pour l'extérieur, etc. Être peut-être dans le confort de son salon, chez soi, etc. Et pouvoir travailler pour toutes les boîtes. Aujourd'hui, il y a des gens qui le font dans plusieurs domaines. Tu as des monteurs vidéo, tu as des gens qui travaillent dans l'IA, qui font des automatisations, etc. Ce domaine-là, personne ne le fait. Mais c'est marrant, la conception pédagogique, tu ne penses pas que c'est quelque chose qui demanderait d'avoir soi-même l'expérience Quelle expérience? de la pédagogie, d'avoir soi-même formé des gens? C'est pour ça que je dis que c'est un peu différent. Ouais. Il y a savoir former n'est pas forcément nécessaire pour être un bon concepteur pédagogique. Alors là, tu viens de faire une nuance que je pense que peu de gens... Parce qu'à mon avis, la barrière d'entrée de ton sujet, c'est que tout le monde assume que pour former quelqu'un, il faut être un bon formateur. Alors, pour former quelqu'un, oui. En face-to-face. Oui. Je suis devant Mais pour concevoir Mais pour concevoir un module de formation que la personne va consommer de chez lui ou sur son téléphone ou sur sa tablette, tu n'as pas besoin d'être un bon formateur. Quoi? Parce qu'un bon formateur, c'est quoi principalement? C'est j'ai la connaissance du message et je dois le transmettre à l'oral devant une personne, etc. Afin que le message passe. Donc tu l'adaptes à la personne, etc. Tu l'adaptes à la personne et tout. Si tu as 2-3 personnes, tu vas pas parler de la même manière, etc. Un concepteur pédagogique, la méthodologie pour concevoir le module, elle est unique. Tu as plusieurs types de méthodologies. Par exemple, il y a une méthodologie qu'on appelle ADI. C'est Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluation. Ça, tu l'apprends. Donc, tu n'as pas besoin d'être un formateur qui va délivrer le matériel devant. Qui fait le contenu de la formation dedans? Donc, toi, tu es la personne qui, un peu comme un consultant, la personne dit, voilà c'est toi qui dois lui dire comment structurer le savoir, en fait, à transmettre. Moi, je reprends l'exemple de ta directrice RH, en tout cas, avec qui fait les plans de carrière, etc. Moi, je n'ai pas la connaissance. Aujourd'hui, chez Anka, je ne sais pas. Voilà, comment ça marche? Je ne sais pas comment ça marche. Si je suis concepteur pédagogique, je vais aller approcher les SMIs de ton équipe, les subject matter experts, etc. Et je vais prendre ces informations de chez eux pour pouvoir faire la conception pédagogique du module. Donc, il faut quand même un expert en face du concepteur pédagogique. Tout à fait. Ouais. Toujours. Il faut un expert, en général. À part si, par chance, tu es expert du domaine, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, moi, pour le service client, je ne vais pas aller chercher un expert parce que voilà, j'ai travaillé dedans, etc. Et tout. Mais si tu as cette expertise en face qui t'accompagne, en tout cas qui te donne les informations, etc., tu n'as pas besoin d'être un bon formateur. Mais du coup, même être conservateur pédagogique comme ça, toi, tu as suivi une formation là-dessus, du coup. Tu as été diplômé en Tout à fait, pédagogie, ça existe, je ne sais même pas comment ça s'appelle du instructional design. D'accord. Donc, en gros, tu apprends, il y a beaucoup de techniques aussi, il y a beaucoup d'apprentissage sur des logiciels, etc. Et tout. Et ensuite, il y a toute la partie théorique. C'est quand tu es concepteur pédagogique, c'est quoi le process que tu suis pour pouvoir créer le produit et ensuite le délivrer à ton client. Donc ça, c'est, comme je t'ai dit, la méthode ADI, où il y a d'autres méthodes qu'on apprend aussi, la méthode de Kolb, etc. etc. Et donc ça, c'est la théorie que tu apprends. Et à côté, tu te formes sur des outils de conception pédagogique. Et tu pratiques quoi après? Donc ça, tu as pratiqué ça chez Amazon, du coup? C'est ça. Je crois que c'est en 2015. J'ai eu l'opportunité. Alors, c'est drôle parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, la conception pédagogique comme beaucoup de gens, à l'époque. Et lorsqu'il y a un poste qui s'est ouvert dans ce domaine-là, et j'ai été super curieux. C'est pour ça que je dis que la curiosité est super importante. Et c'est quelque chose qui m'a parlé de ouf. Et je me suis formé tout seul pour pouvoir déjà commencer à faire de la conception. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir passer des certifications au sein d'Amazon pour avoir le rôle après. Donc, Donc je pense que c'est avec 1 million d'euros, c'est ça que tu fais. Tu veux former plus de monde à ça? Former plus de monde à ça. Alors, bien évidemment, ce serait pour pouvoir ne plus travailler dans ma boîte, mais sur la boîte. de plus stratégique sur la boîte. Super. Donc, pouvoir recruter des personnes qui feraient la conception pédagogique du coup, et qui permettra à la boîte de grandir, quoi. Non mais écoute, super, sounds interesting. Écoute, j'espère que
ça m'a inspiré des gens, écoute, si c'est le J'espère. cas en tout cas, et surtout que les gens se rendent compte que ouais, c'est un métier à part entière. Absolument. Et Absolument. en tout cas, ouais, merci à toi d'être passé. Hein, franchement. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Moi, C'était- tu rigoles, c'était top. c'est vraiment un grand plaisir. J'espère que ce sera utile pour les gens. Moi, en tout cas, ça m'a été utile. J'ai des idées en plus là sur comment je vais gérer un peu mieux Super. notre expérience client chez nous. Donc, merci beaucoup, Malik. Avec plaisir. Et tu sais que je serai toujours là si tu as besoin de, Avec de quoi que plaisir. ce soit Avec à plaisir. ce niveau. J'y manquerai pas, j'y manquerai pas. All right. Merci beaucoup. Bon, ben, à toutes.